Le titre d'un ouvrage de Gaucher que vous connaissez souvent, la démocratie contre elle-même. La démocratie contre elle-même. Finalement, la démocratie, si on pousse par le biais de l'égalitarisme, ça va se retourner contre elle, à toute une série de niveaux. Un, c'est qu'on va créer des sujets qui sont incapables des citoyens. Des sujets troupeaux. Bon, chacun avec ses savoirs dans son domaine, hein, ce ne sont pas des débiles. Au contraire, si vous voyez bien aujourd'hui des jeunes très doués d'ailleurs parfois pour leur capacité inventive dans un domaine pragmatique précis. Ils sont parfois extrêmement doués, mais ça ne met plus le rapport avec une collectivité. Donc effectivement, je crois que vous avez raison. Il y a un risque de... La démocratie est plus intelligente qu'on ne le pense. La tenir... Alors ça, c'est des questions très difficiles, hein, très lourdes, mais vous avez raison. Il y a un risque de... D'ailleurs, Athènes, ça a tenu un siècle et ça a buté sur un rêve de toute puissance au moment où ils ont voulu aller annexer le planète. Donc c'est chaque fois par ce biais-là. Or, pour répondre à la première question, comme la quatrième, la toute-puissance, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur de chaque être humain. Ça, vous ne coupez pas. Mais nous avons tous des rêves de toute-puissance. C'est assez clair. Hein. Dans l'inconscient, on est immortel. Vous n'êtes pas mortel. Non. Donc, on a aussi des moyens de savoir que cette toute-puissance, on ferait beaucoup mieux de la limiter. Mais en attendant, ça fait partie. Donc il y a pas. C'est le phénix, quoi, la toute-puissance. La toute-puissance infantile, ça renaît tout le temps. Donc il n'y a pas de raison. Alors c'est très intéressant parce que quand aujourd'hui quelqu'un revendique pour des raisons qui apparaissent légitimes, qu'on prenne désormais en compte au nom de l'égalité des conditions, je ne sais pas moi, ceux qui ont des jardins bleus par exemple, n'importe quoi, on ne sait jamais si c'est vraiment une revendication qui a l'objectif de servir davantage de justice, ou si c'est simplement l'émanation de son narcissisme à lui et de sa toute-puissance à lui. Ce qui est très compliqué, parce que souvent, on voit bien que le ressort de la toute-puissance est aussi ce qui a fait que certaines personnes ont changé le monde. On sont parvenus vraiment à des choses, donc c'est aussi utile, c'est pas que négatif. Mais quand c'est marqué d'une absence de limite, comme vous le faites entendre, c'est pour ça que j'avais appelé mon premier livre là-dessus, ça s'appelait Un monde sans limite, hein, parce que ça c'était il y a 20 ans, et il avait perçu qu'on était en train de laisser entendre qu'il n'y aurait plus de limite nécessaire. La limite, on va pouvoir l'évincer. Or, il est le propre de l'homme de vouloir déplacer la limite. Hein. On ne savait pas voler, comme on a volé, on vole. Hein. Bon, donc ça fait partie des choses, ça. Donc c'est un côté, il y a une dimension positive à ça. Mais la dimension négative, c'est que même si on vole, c'est quand même un vol, il y aura quand même des limites. Mais vous déplacez la limite, mais vous ne savez pas l'éluder. Elle existe quand même là. La mort est toujours au bout du chemin. C'est bien embêtant, mais si on le dit comme ça, mais c'est comme ça. On n'y coupera pas. Donc, voilà le truc sur lequel il faut, enfin, ça c'est ce que les psychanalystes appellent castration, je ne vais pas utiliser des termes comme ça, mais voilà, c'est vraiment le fait même que, quel que soit le vœu de toute puissance, il va rencontrer, il doit intégrer une limite. Évidemment, les moyens, vous pouvez mettre longtemps aussi, hein, vous pouvez passer votre vie à espérer ne pas devoir faire la limite, ne pas devoir y faire face, et mourir avant de l'avoir dû le faire, hein, ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, oui, attendez, une question de légitimité, autorité. Non, oui, c'est ça, oui. Alors, peut-être que vous avez raison, oui, c'est vous, oui. En fait, c'est très compliqué parce qu'on dirait que les humains ont besoin de se créer une légitimité pour pouvoir avoir autorité, justement. C'est important. Et aujourd'hui, effectivement, ils ne l'ont plus. C'est-à-dire que moi, ce qui m'apparaît, je vais peut-être vous amuser en disant ça, j'en sais rien, mais je trouve que vos deux présidents de la République, vos deux anciens, sont deux qui montrent l'incapacité dans laquelle ils sont d'occuper cette place, pour des raisons à eux, mais pas que à eux. Il n'y a plus de place possible, là. Et la place elle-même devient très difficile à occuper. Alors l'un a réagi sur le mode en hyperkinétique,
l'autre sur le mode boom obsessionnel plat, là, qui dit plus rien. Mais c'est deux modalités qui viennent bien dire qu'occuper cette place aujourd'hui, c'est presque si elle-même, ils ne se rendent pas compte apparemment qu'elle est frappée d'illégitimité. Fondamentalement, elle est devenue illégitime. Alors après ça, quand vous avez ça sur le dos, comment vous allez faire? Vous pouvez vous montrer le meilleur de tous, mais de toute façon, vous n'êtes pas le meilleur de tous, là, bon, mais pas. Bon. Je ne sais pas, moi ça m'a par exemple choqué. Oui, franchement, la façon dont à TF1, j'ai regardé le début du débat avec Hollande, la façon dont le journaliste, je ne sais pas qui sont eux, interpellait Hollande, oh, ça m'a sidéré. Il n'y a aucun respect de la fonction présidentielle. Expliquez, il n'a pas dit ça pour moi, mais il lui aurait bien demandé pourquoi vous avez des chaussettes noires aujourd'hui, pas des rouges. Hein. Écoutez, ça va pas ou quoi? Vous vous rappelez le ton avec lequel Mitterrand avait répondu à Jacques Chirac, il me disait même monsieur, vous n'êtes pas le... Vous n'êtes pas le... Vous n'avez pas le président, vous n'êtes qu'un candidat comme moi. On n'y coupe pas à devoir subir une sorte de négativation de sa jouissance. On a l'impression qu'aujourd'hui, la seule démocratie directe serait en mesure de... Or, la démocratie représentative, c'est une perte de jouissance. Oui. C'est-à-dire que vous acceptez que vous perdez quelque chose. Alors, bon, voilà, tous les mécanismes. Alors, on est en train partout de faire entendre qu'il n'y a plus de raison de perdre quoi que ce soit, et puis on s'étonne que du coup, la démocratie représentative, elle en prend dans la poire. Alors, c'est donc... Enfin, Gauchet le lit comme une crise de croissance de la démocratie aujourd'hui. Je trouve que c'est assez juste. Donc, son idée, c'est 1900, première crise de croissance de la démocratie. On se rend compte qu'on va devoir passer, ça rejoint la question de la parité, par le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est une position terrible. J'ai entendu, je crois que c'est vous qui parlez hier, je ne suis vu qu'un quart d'heure parce que plus ma crise, j'ai dû dormir. Je vous ai entendu parler hier. Alors, vous entendez, c'était bien. Non, pas du tout, c'est moi qui étais complètement là. Et vous parliez justement de la gauche et de l'histoire de la gauche. Là. Suffrage universel. Suffrage universel en 1900. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc oui, alors on voit bien que c'est un problème de dire nous sommes tous ceux qui allons décider. Oui, mais qui décide pour moi? Il y a un problème là. C'est-à-dire que l'arrivée à reconnaître le suffrage universel a ébranlé la croyance de ce que certains allaient pouvoir représenter les autres. On a flippé là. Il y a une sorte de, bon, c'est comme ça que Gauchet explique la chose, avec beaucoup d'arguments que je n'ai pas, je vous le dis. Mais ça me semble intéressant de dire que là-dessus, il y a une sorte de réaction totalitaire. Nous allons être tous. Nous allons un qui fait un tous. Donc on refait un modèle unifié avec tout le monde dedans. Avec évidemment la catastrophe qui s'en est suivie, la double catastrophe qui s'en est suivie. Et par ailleurs, un modèle plus facile, alors c'est une démocratie sociale, libérale, des 30 glorieuses. Bon. Maintenant, nouvelle crise de la démocratie, qui, selon lui, s'explique par le fait qu'il ne suffit plus que tout le monde soit d'accord pour que la démocratie soit le modèle le moins mauvais pour fonctionner, mais il faut encore faire passer la démocratie dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'il faut leur enlever dans la tête des mécanismes qui sont encore ceux du modèle ancien, c'est-à-dire le père, Dieu, la croyance que l'un c'est plus, etc. Bon, ça c'est vrai qu'on est un peu... Mais donc du coup, vous voyez, plus d'autorité, vous voyez la confusion qui existe, on ne peut plus. Alors ça c'est très embêtant parce que on n'y coupe pas, il n'y a pas une société qui peut échapper à une instance tierce à laquelle elle se doit de répondre. Et je réponds sur la parité d'abord, si vous le permettez, avant qu'on ne pas... ça c'est une énorme question, mais je ne m'y suis pas avancé parce que ça va être très complexe. Hein. Bon. Enfin, bêtement dit. Le modèle d'hier avait très facilement établi une autorité patriarcale. Les femmes dépendaient des hommes. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord, c'était comme ça. Les enfants valaient en tant qu'enfants du père. Nous sommes aujourd'hui dans un vœu de dire non, non, c'est fini ça, égalité. Les enfants sont les enfants des deux parents. Qui pour s'opposer à ça? Parfait. Alors on invente le terme de parentalité. Bon. Parentalité, c'est père et mère à titre égal. Mais quand vous pensez père et mère, même encore dans votre tête, à vous qui sont encore des têtes mal foutues, puisque ce sont le mot d'hier, vous pensez homme et femme. Quand vous pensez parental, on ne sait plus très bien ce que c'est.
Et quand vous pensez parentalité, c'est comme si on avait escamoté la différence homme-femme. Bon. Et donc, du coup, on a fin d'un modèle où on s'est référé à ce que c'est que les mères et au rôle paternel, qui avait le grappin sur le problème, d'accord, c'est fini. Et aujourd'hui, on vous propose un modèle où débrouillez-vous entre vous, soyez égaux, ça va de soi, et d'ailleurs, vous êtes tous les deux parents, point. Par contre, on constate que de plus en plus, le couple se sépare, et que quand il se sépare, c'est pas tout à fait l'égalité qui souvent prévaut. Moins loin s'en faut. Et on ne sait plus très bien comment faire. Autrement dit, on a enlevé des repères d'hier, ils ne fonctionnent plus, mais ceux qu'on met à la place font croire qu'il y ait une logique, une parité logique. Mais pardonnez-moi, vous n'allez pas changer non plus le fait des choses. Un homme attend d'une femme, ce qu'un homme attend d'une femme n'est pas ce qu'une femme attend d'un homme. Catastrophe. Catastrophe, parce que c'est pas comme ça chez les animaux. Hein. Ils savent très bien mutuellement ce qu'ils peuvent attendre de l'autre. Mais nous, c'est pas comme ça. On parle, donc du coup, on introduit une dissymétrie. Et la dissymétrie, vous ne pouvez pas l'éliminer. Si vous l'éliminez, vous nous bêtifiez. Donc, comment on va passer d'une égalité démocratique, qui est juste de penser entre mes femmes, personne ne conteste ça, mais dans les faits, l'égalité démocratique poussée comme on la va, est en fait un retour à la priorité du maternel. Ça, c'est plus embêtant. Parce que redonner priorité du maternel, ça veut dire faire l'impasse sur tout le travail de socialisation qui est du côté plutôt hier paternel. Aujourd'hui, il devrait être des deux. Mais bon. Donc la parité, c'est une énorme question. Parité homme-femme, par exemple, c'est une énorme question parce qu'à la fois, il est vrai qu'on souhaite une égalité démocratique homme-femme, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une égalité qui se fonde sur une dissymétrie qui n'est pas complètement éludée. Alors, comment arriver à régler ça? J'en sais rien, mais c'est pas avec la loi du genre et autre chose qu'on va la régler. Ça, je ne crois pas. Parce que, d'ailleurs, c'est des travaux très intéressants, ces travaux-là, mais pas pour venir escamoter quelque chose qui nous tient à la peau, c'est qu'on ne s'entend pas entre hommes et femmes. On ne s'entend pas. Il y a une phrase de Lacan célèbre là-dessus qui dit « il n'y a pas de rapport sexuel ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre un homme et une femme comme entre 100 et 3. Vous avez toujours un petit bout, vous n'arrivez pas à diviser. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne colle pas. Mais ça, c'est du fait qu'on parle. Je ne vais pas développer ça, mais c'est du fait de la parole. Donc du coup, c'est très compliqué de régler, je ne sais pas ce que vous entendiez au fond par votre question, place de la parité. En tout cas, la parité, vous l'entendiez comment? Vous pouvez en dire un tout petit peu? C'était plus du point de vue politique, hein. Du point de vue justement de la place, quoi. La représentation. Cette obligation, plus cette notion d'obligation, quelle place elle prend par rapport à l'égalité.